bienvenue sur la télé de Lilou. Bonjour Thibaut. Bonjour Lilou. Merci d'accepter de faire cette interview ici sur ton tout dernier livre Cœur aux éditions Albin Michel. Je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec toi puisque tu te plonges dans ton histoire familiale. Et tu partages avec nous ce récit, cette aventure, hein, parce que c'est pas simple non plus d'aller creuser, d'aller réouvrir ses tombes, ses secrets de famille et tout ce que ça implique, parce que ça remue un petit peu, je suppose que ça a remué ta famille entière, pas seulement pour toi, Ouais, pas bien seulement sûr, toi. ouais. Hein. Ouais, non, j'ai beaucoup enquêté sur ma famille, je me livre, je me mets à nu dans ce livre, j'écris à cœur ouvert, si j'ose dire, et donc ça m'a vidé émotionnellement, ça a pris 3 ans et demi d'écriture, Oh là là. mais j'y ai mis tout mon cœur, voilà. C'est le cas de le dire. Voilà, exactement. Mais effectivement, quand on remue voilà, le passé familial, les fantômes dans les cryptes, comme on dit voilà, en psychogénéalogie, voilà, forcément, c'est éprouvant, c'est fort, mais c'est nécessaire. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Alors après, je pense pas qu'on trouve toujours une fois qu'on a déterré certains cadavres, certains secrets de famille, certaines mécanismes du passé. Enfin, j'espère que j'en ai terminé avec ma famille paternelle, parce que si je trouve encore des choses, genre, je serais jamais sorti de l'auberge, quoi. Ouais. Donc par où tu as commencé? Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça, cette envie d'écrire ce livre, de le partager avec nous? Parce que c'est une chose de le vivre toi pour toi et au sein de ta famille, c'en est une autre quand même de le faire publiquement. Je rappelle, tu es de Sciences Po, tu as fait des études de journalisme, j'ai été très longtemps journaliste, je suis aussi éditeur, et puis donc c'est mon 7e livre, mais là ce qui s'est passé, en plus j'étais sur un tout autre livre, j'étais parti sur un roman sur Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, qui a une histoire incroyable d'ailleurs, parce que, enfin bon, ce qui me passionnait dans l'histoire de Buzz Aldrin, c'est que quand il revient de la Lune, quand même, il est célébré dans le monde entier et il va connaître une dépression parce qu'en fait, il n'a plus rien à conquérir sur Terre. C'est un peu, il a décroché la Lune, c'est le cas de le dire, et il n'y a plus rien qui trouve sens à son existence. Et il va commencer à devenir alcoolique, il va se fâcher avec sa femme et divorcer, il va quasiment terminer comme un clochard. Et il va pousser la porte des alcooliques anonymes au moment où il veut en finir avec sa propre vie. Et là, il va avoir une révélation. Spirituel, c'est un groupe très spirituel, les alcooliques anonymes, et il va retrouver à l'intérieur de lui un sens à l'existence qui lui avait échappé alors qu'il était perdu dans le cosmos. Donc j'étais parti sur ce livre, et là mon père un jour me convoque chez lui. Il avait déjà plus de 80 ans, il était assez diminué physiquement, il avait perdu la vue, il habitait dans un tout petit studio, et il me donne le dernier bien de valeur qu'il avait, parce qu'il était complètement ruiné d'ailleurs, il n'avait plus rien, et qui était sa chevalière. Et donc c'était un moment assez émouvant, parce qu'une sorte de passage de témoin, je me demandais pourquoi il me passe sa chevalière maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il se sent partir Ouais. Donc c'était très émouvant, et en me donnant sa chevalière, il me dit, mais tu sais, c'est un miracle, si on l'a encore dans la famille, parce qu'elle revient toujours à l'aîné, et elle appartenait donc à ton arrière-grand-père Louis, qui est mort lors de la guerre de 14 dans une charge de cavalerie. Donc il portait cette chevalière quand il est parti sabre au clair contre les canons et les mitraillettes allemands avec 200 hussards pour sauver un bataillon d'infanterie. Et il est mort en héros, c'est une histoire incroyable, c'est la dernière charge de l'histoire de France. J'aimerais que tu écrives sur lui, il me dit. Ah oui. Donc c'est vraiment une sorte de commande de mon père qui me dit, voilà, j'aimerais que tu t'intéresses à ce héros de la famille, que tu racontes son histoire. Et moi au début, j'avais pas du tout envie d'écrire cette histoire, quoi. Ça me paraissait très lointain, la Première Guerre mondiale. Les derniers témoins ont disparu, c'est pas comme la Seconde Guerre mondiale où on peut encore avoir... Oui. Là, la Première Guerre mondiale, c'est vraiment plus personne qui n'a vécu la Première Guerre mondiale est vivant. Donc c'est vraiment, ça paraissait très loin dans le temps. Je me disais, qu'est-ce que j'allais trouver sur cette histoire? Et c'est lui qui a insisté, qui m'a envoyé plein de sortes de documents sur cette charge, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que effectivement c'était un acte historique incroyable, mais surtout c'était sans doute un acte suicidaire par bien des aspects, qu'il n'avait aucune chance de réchapper à cette charge, et qu'il se cachait sans doute un mystère derrière, comme s'il avait cherché la mort. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un livre, il faut que j'aille déterrer cette histoire familiale, il faut que j'aille découvrir ce passé. Mais tu étais déjà intéressé par justement ces histoires familiales, dans le sens l'impact que ça va avoir sur nos vies. Tu en étais déjà conscient en commençant cette enquête, ou c'est venu au fur et à mesure, où là tu t'es dit, oh là là.
Ouais, c'est venu au fur et à mesure parce que c'est vraiment mon père qui m'a demandé de me Bah pencher ouais, ouais. là-dessus. Mais tu t'intéressais pas sur le sujet Non, avant. je savais juste, je connaissais rien de cet Au arrière-grand-père. transgénérationnel non plus. Absolument pas, absolument pas. C'est au cours de ma recherche où je vais découvrir, en fait, ce qui va se passer sur le transgénérationnel. C'est assez intéressant parce que plus je vais écrire sur cet arrière-grand-père, enquêter sur cet arrière-grand-père Louis, plus je vais me rendre compte qu'en fait, je suis en train d'écrire sur mon père et que beaucoup de choses qui sont arrivées à Louis Ouais, c'est ça. sont arrivées à mon père, mais sont aussi arrivées à plusieurs membres de ma famille paternelle. Comme s'il y avait, je ne révèle pas trop toute l'histoire, mais la même malédiction qui se répétait encore et encore, les mêmes comportements, en tout cas les mêmes rêves de gloire et de grandeur, pour parler en langage jungien. Disons que l'archétype qui marque toute cette famille, c'est l'archétype du chevalier. C'est-à-dire qu'ils ont tous, se sont tous rêvés comme des chevaliers, même mon père, alors qu'il n'a pas connu la guerre comme les autres, vivait comme un chevalier dans ce monde moderne, en se comportant en grand seigneur, en voulant vivre avec panache et flamboyance, en ne se plaignant jamais. Enfin, et ce qui l'a amené à des échecs cuisants dans sa propre vie. Des échecs qu'ont aussi connu beaucoup de membres de cette famille paternelle. Et un jour, quand j'en Et parle... toi-même aussi, tu te reconnaissais en tant qu'homme de la famille dans ces échecs-là? Alors, pas dans les échecs C'est les encore, difficultés. heureusement, parce que justement, mais c'est bien d'avoir fait ce livre, parce que ça va peut-être m'éviter de connaître ces échecs-là. Parce que c'est important de mettre des mots sur ces choses-là, c'est comme ça qu'on les met à distance et qu'on essaie de s'en libérer et de faire que l'histoire ne se répète pas. Ça, c'est clair pour toi maintenant, l'histoire se répète, ouais. Bah, pour moi, c'était indéniable. hallucinant et j'ai compris la part de moi-même, qui était celle de mon père et d'autres aïeux en fait dans ma famille. Et finalement, j'étais un peu habité par ces fantômes et donc les mêmes rêves, les mêmes réflexes, les mêmes. Et donc, ça a été extrêmement troublant. Et un jour, en parlant avec une amie, alors que j'étais en pleine enquête sur ce livre, sur le pourquoi de Louis, parce qu'il y a toute une enquête en fait sur pourquoi mon arrière-grand-père, en fait 3 ans avant 14, quitte l'armée du jour au lendemain sans raison et la réintègre en catastrophe quelques semaines avant le conflit. Et il y a 3 ans de sa vie où il a disparu de sa propre vie. Et dans les rapports, dans ses rapports militaires, ses supérieurs qu'il décrivait avant comme un officier émérite, un superbe cavalier, très distingué, promis à une grande carrière, enfin, tout lui souriait. 3 ans plus tard, quand il réapparaît dans l'armée, c'est un vieil homme brisé, vieilli, qui a perdu le feu sacré. Comme si un drame s'était passé dans sa vie. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enquête dans le livre, mais en menant cette enquête et en réalisant que finalement beaucoup de choses sont arrivées à différentes personnes, une amie me dit « mais il faut que tu lises Anne-Ancelin Schutzenberger, qui a fondé cette discipline de la psychogénéalogie dans les années 70, qui était une disciple de Françoise Dolto, qui était une grande résistante, qui était une femme absolument merveilleuse. Et voilà, en me plongeant dans la psychogénéalogie, je trouve cette réponse à toutes ces questions qui avaient émergé dans le livre. Et je comprends en effet que on n'est jamais tout à fait libre de son passé et qu'en effet, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut se dire oui, on est influencé par nos parents, par nos grands-parents, on voit comment ça se joue l'intergénérationnel, mais le transgénérationnel, l'idée que finalement des événements ou des comportements de nos aïeux se répètent dans nos propres vies et qu'on accomplit certaines choses parce que 2 ou 3 ou 4 ou 5 générations en arrière, il s'est passé telle chose, il y a eu tel trauma, tel non-dit, telle histoire non résolue. C'est absolument fascinant et plus j'avançais là-dedans, plus je trouvais des coïncidences et des résonances étonnantes. Ouais, notamment sur le fait que tu portes, à un moment tu dis je porte ces 2 prénoms, Louis et Gaston. C'est tes 2e prénoms. Ouais. Et finalement, rien que ça, et le nom de famille, bien sûr, mais tout ça fait que ça a un poids et tu le portes chaque jour et tu représentes ça aussi quelque part. Enfin, tu es un hologramme, on va dire, de ça. Tout à fait, tout à fait. Je me suis rendu compte que je portais le prénom de Louis et que c'est mon père qui me l'a donné contre l'avis même de mon grand-père. Donc c'est comme si lui-même, il voulait que je prolonge Louis à ma manière. Et sur les prénoms, c'est essentiel. Il y a 2 exemples que je donne dans le livre. Il y en a un qui est fantastique, c'est sur Rimbaud. Rimbaud, en fait, son arrière-grand-père a quitté la famille quand donc son grand-père avait 6 ans. Il s'appelait Jean Rimbaud. Et il est parti, il était cordonnier de son état, il est parti sur les routes, il a disparu dans des circonstances très étranges. Le père de Rimbaud a répété exactement la même chose. Il est parti quand Rimbaud avait 6 ans.
il est parti sur les routes, il est disparu dans des circonstances très étranges. Et donc, Rimbaud, toute sa vie, a été habité par cette figure du déserteur. C'est ce qui explique peut-être le fait qu'il était un vagabond infatigable, ça a été un déserteur de l'armée, voilà, c'est le poète aux semelles de vent, comme on l'appelle, et il a failli disparaître dans des circonstances troublantes en Abyssinie. Il avait aussi cherché à disparaître de sa propre vie. Et ce qui est fou, c'est que quand Rimbaud meurt à Marseille, après avoir été amputé de la jambe en plus, il est rapatrié à Charleville dans un cercueil qui porte le nom de Jean Rimbaud, son arrière-grand-père, par un concours de circonstances administratifs fou. Ouais. Mais on se dit que finalement, toute sa vie, il a été Jean Rimbaud. Ouais. Et l'autre chose incroyable que je raconte sur les prénoms… Il est arrivé la même chose avec mon père, ouais. Justement, Jean. Ah bon. Non, mais c'est étonnant. Et sur les prénoms, il y a une chose qui m'a fasciné. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui écoutent qui vont aussi commencer à… C'est ça qui est bon dans ton livre et à écouter cette interview et la partager d'ailleurs, parce que c'est là où ça fait des déclics quand on entend ce genre de témoignage comme le tien. Donc, bien sûr. D'ores et déjà, merci. Non, ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Mais alors, l'autre exemple que je cite dans le livre sur les prénoms, j'ai découvert que… Alors ça, c'est un personnage fictif, mais c'est pas grave. Dans Hamlet de Shakespeare, j'ai découvert que le père de Hamlet, qui lui apparaît comme un fantôme sur les remparts du château d'Elseneur au début et va lui demander de le venger parce que son oncle l'a tué, le père de Hamlet s'appelait Hamlet. Les deux portent le même prénom. Et donc j'ai compris la folie de Hamlet, c'est-à-dire que c'est pas seulement un désir de vengeance, c'est pas seulement le deuil qui le travaille, c'est que deux Hamlet cohabitent en lui. Il est aussi son père. Et donc, c'est pour ça que c'est comme si le fantôme de son père allait l'habiter. Et finalement, pour être pleinement Hamlet, pour être tout à fait Hamlet, il doit mourir aussi comme son père. Et c'est pour ça qu'il meurt à la fin. Ouais, c'est dingue. Et donc, c'est une œuvre sublime, Hamlet de Shakespeare, qui comporte plein de choses. Mais il y a beaucoup de transgénérationnel et de psychogénéalogie dans Hamlet de Shakespeare. Mais tu t'es pas dit à un moment, je deviens fou, là, c'est… Tu veux dire sur quoi? Dans mes recherches? Ah non, dans toutes les… ça va tellement loin à un moment que ça fait beaucoup d'informations, enfin pas seulement beaucoup d'informations, mais beaucoup de signes, de révélations, c'est plus des coïncidences, tu vois. Oui. Et à un moment, c'est sans fin. Enfin, c'est juste jusqu'où on va aller dans cette réflexion. Est-ce que finalement… ça remet en question tout le sens de l'existence aussi et de qui nous sommes dans cette vie-ci. Et est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes? Est-ce qu'on a vraiment pris notre place? Enfin, je veux dire, c'est un puissant fond. C'est un puissant fond, mais précisément le fait de partir à la découverte de ces histoires familiales, de ces coïncidences, de ces répétitions, de ces loyautés invisibles. C'est ça, les loyautés invisibles, c'est un bon terme, ça que tu utilises. Ouais. Et c'est parce que oui, c'est ça, on reste fidèle à des ancêtres. Par exemple, il y a aussi un exemple que je raconte dans le livre, parce que ça, je peux le dire, c'est sur l'échec scolaire. Et j'ai beaucoup étudié ça aussi. Donc mon père, bref, s'est complètement planté à ses examens alors qu'il était boursier, il avait sauté une année, il était premier, tout le monde disait que c'était un génie, etc. Et s'est complètement planté à l'examen des grandes écoles. Comme Louis, qui était premier un brillant avenir, se plante à Saint-Cyr alors que tout le monde, sa carrière était tracée d'avance, etc. Et bon, mais dans beaucoup de familles, l'échec scolaire, souvent, s'explique, c'est une sorte de sabotage. On se sabote finalement soi-même parce qu'on veut rester fidèle à sa famille et rester fidèle à souvent tel ancêtre qui n'a pas pu passer tel examen ou qui parce qu'il n'avait pas d'argent, n'a pas pu accomplir son rêve. Et c'est comme si on voulait rester fidèle à sa classe, à sa culture, à son histoire. Et donc tout d'un coup, les loyautés familiales invisibles. Exactement. Et du coup, on s'empêche de réussir. C'est assez étonnant et ça arrive très souvent sur l'échec scolaire. C'est comme une emprise, hein. Ça ressemble à une emprise, comme s'il y avait quelque chose qui était plus fort que nous finalement et qu'on n'arrivait pas, malgré un travail acharné sur la question, on n'arrivait pas à se séparer de ça. Mais alors, je pense qu'on s'en sépare quand même à partir du moment où on le découvre. Parce que ce qui est terrible, voilà. Oui, bien sûr. Quand c'est inconscient, c'est terrible. Bien parce sûr. que, en fait, le jour où on découvre, finalement, ça s'explique aussi peut-être à cause de ce passé que je porte, que je trimballe comme un héritage. Ça commence à se libérer, ouais. On le met déjà à distance. Déjà, on voit la part, voilà, et on se dit maintenant, c'est là où je trouve mon espace de liberté. C'est que je mets des mots dessus. Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas moi. J'en suis conscient. Cet inconscient devient manifeste, devient conscient, et là, je peux essayer de travailler là-dessus, de m'en détacher ou le garder si c'est quelque chose. Parce que les loyautés, c'est aussi il peut y avoir des choses très belles. Je veux dire, c'est pas que du négatif, le passé. Donc on peut choisir, voilà,
qu'est-ce qu'on garde de cet héritage et qu'est-ce qu'on va transmettre. Alors, qu'est-ce que tu en as fait de tout ça? Comment tu as fait pour libérer ou pour transmuter ou pour… Quels sont certains des outils? Tu mentionnes quand même certains outils dans ton livre. C'est intéressant, on voit aussi ton parcours. Bah alors moi je veux dire, l'écriture évidemment est essentielle, c'est mon moyen d'expression. C'est thérapeutique. Hein. C'est thérapeutique, mais voilà, c'est thérapeutique. On n'a pas besoin de publier pour l'écriture en elle-même, la recherche que tu as fait, tout ça. Alors l'enquête, de remonter dans l'arbre généalogique. C'est hyper important de ne pas laisser des zones d'ombre dans son passé. Maintenant, les sites de généalogie sont incroyables. Donc souvent, on se dit, ah oui, mais je vais rien trouver sur ma famille. Mais non, mais pas du tout. Moi, j'ai trouvé des choses, et peu importe la famille. Les outils de recherche qu'on a, donc à un moment, je raconte cette scène aux archives militaires de Vincennes pour tous nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents qui sont passés par l'armée un jour ou l'autre, comme la plupart des Français. Ouais. Il y a des sommes d'informations hallucinantes parce que l'armée tenait des registres très très précis, même des descriptions physiques, des rapports, etc. Chercher dans la famille, moi j'ai trouvé des vieilles malles dans le grenier d'un oncle. À un moment, je trouve le secret au cœur du livre, dans le journal que tenait le grand-père d'un très très lointain cousin au fin fond de la Bretagne, un journal qui datait donc du début du siècle, que son petit-fils avait dactylographié, mais je ne savais pas qu'il m'attendait ce journal-là, quelque part dans la France. Et là, je trouve, donc souvent dans la famille, il y a des choses qui traînent, il faut aller chercher, taper aux portes, passer des coups de fil. Et puis, j'ai trouvé des choses fabuleuses. Je recommande vraiment ce site qui s'appelle Retro News, qui a digitalisé toute la presse quotidienne et régionale, surtout depuis quasiment la Révolution française, et qui, grâce à un système de moteur de recherche incroyable, surligne les mots-clés dans les journaux de l'époque. Donc, on met son patronyme, on peut l'associer avec un autre nom, et on trouve, je ne sais pas, dans le journal de la Nièvre de 1888. C'est là où on voit l'intelligence artificielle aussi va quand même nous aider à aller… C'est quand même, il y a aussi un impact positif. Il y a aussi un impact positif, et on va trouver un Massé, je sais quoi, qui était je ne sais pas quoi, a eu un conflit de voisinage, où il y a eu une histoire, et tout d'un coup on se dit mais c'est incroyable, je ne connaissais pas cette histoire, je la découvre. Donc je recommande vraiment ce site qui est absolument fabuleux. Quels sont les autres outils? Parce qu'on parle de constellation familiale, on en entend de plus en plus parler. Tu sais, il y a même eu des Netflix dessus qui ont Le Chemin des Oliviers, d'ailleurs, qui est très intéressant sur ce sujet-là, où on voit les dynamiques de revivre des scènes de notre passé en incarnant ces personnages, et que intuitivement, instinctivement, intrinsèquement, on agit comme si on était eux dans cette scène qui est jouée. Et ça permet de libérer des liens comme ça. Non, tu es tombé sur d'autres formes de thérapie, de formes de pensée, Alors, en outil pur, ce que recommande de faire donc Anne-Ancin Sud-Schoenberger, c'est son génosociogramme. Et en gros, c'est avec une psy spécialisée là-dedans, dessiner soi-même, c'est assez intéressant, vraiment l'acte physique de dessiner son arbre généalogique. On fait ça pendant 4 heures, sur plusieurs générations, en mettant les dates de naissance, les dates de mort, les événements marquants, les liens positifs en vert, les liens négatifs en rouge. Enfin, vraiment, on met toute l'information qu'on a. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme si on dessinait le squelette de sa famille, mais tel qu'on le porte en nous aussi. C'est assez intéressant parce que c'est toujours subjectif. Et souvent, en accomplissant ce travail, se produit un déclic, dit Schoenberger. C'est tout d'un coup, on va avoir une sorte de révélation et découvrir ce qu'elle appelle ces hasards nécessaires ou ces espèces de coïncidences heureuses qui se répètent, ces répétitions, et qui vont nous mettre sur le chemin de quelque chose qui joue en nous qu'on n'avait pas vu. Et moi, dans le livre, je raconte cette scène où pendant que je fais mon génosociogramme, je peux le raconter, il va se passer, je vais faire un lapsus graphique, c'est que la psy avec qui je travaillais m'avait demandé de dessiner les femmes, de représenter les femmes par un rond et les hommes par un carré. Et là, il y a un vrai sujet sur les femmes pour ton papa. Hein. Et il y a un vrai sujet sur les femmes pour mon papa, mais dans toute ma famille paternelle, parce que du coup, je dessine ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout ça par un carré, tout d'un coup. Alors que j'avais dessiné ma femme avec un rond, ma fille avec un rond, enfin. Et elle me le fait remarquer, et elle me dit rien, mais je comprends que c'est pas du tout innocent. Et je me suis rendu compte, grâce à ça, que c'est les femmes dans ma famille qui avaient assumé le rôle de père, qui avaient été les hommes, qui avaient assumé financièrement, qui avaient tenu dans la tempête, qui avaient élevé seuls leurs enfants, qui s'étaient montrés autoritaires, fermes et tout ça.
tandis que les hommes soit mouraient prématurément, soit disparaissaient, soit étaient absents, soit enfin se comportaient pas du tout comme les pater familias. Et donc ça va me mettre un peu sur le chemin voilà, de ce secret de famille, etc. Mais en accomplissant ce travail, j'ai vraiment découvert quelque chose d'assez fabuleux, alors que je pensais déjà tout connaître, parce que j'avais déjà beaucoup enquêté, j'avais déjà vu certaines répétitions et tout ça. Je pensais tout connaître, et en fait, c'est un travail physique presque. Vous voyez, le corps nous trahit, quoi. C'est fou quand le... Ou nous parle, tout simplement, ou nous parle, sans parler de trahison. Mais l'inconscient cherche toujours à devenir manifeste, c'est ça qui est fabuleux. Donc c'est un travail assez... Et dans les beaux cadeaux, alors, ce que ça, toi, avec ce recul-là, après, maintenant, et tout ce que tu as pu voir, comment tu te sens à la suite de ce travail-là? Comment je me sens Comment est ta vie, je veux dire Écoute... Tu as vu des changements concrets? Est-ce que j'ai vu des changements concrets? Oui, dans le sens où déjà j'ai compris mon père. Et ça m'a permis de me réconcilier avec mon père à la fin de sa vie. C'est-à-dire que souvent, nos parents, on peut avoir des griefs vis-à-vis d'eux ou des rancunes. Ne serait-ce que des regrets. Hein. Ou des regrets ou tout ça. Mais vraiment, de faire ce travail généalogique permet souvent de comprendre nos propres parents, de comprendre de là où ils viennent, comprendre ce qui se jouait en eux. Ouais. Et souvent, moi, on n'a pas ce recul. Ouais. Et donc moi, il y a eu ce moment, un moment très fort dans le livre où je pardonne tout à mon père. Et c'est un père qui a été absent, qui a été volage, qui a été coureur, qui était menteur, qui a fait les 400 coups, qui a terminé ruiné. Donc j'avais vraiment des motifs aussi, disons, de lui en vouloir. Mais à la fin, je comprends que c'était pas seulement lui. Voilà, je comprends les fantômes qui l'habitaient. Et donc moi, ça m'a permis de vivre cette grande aventure de la réconciliation avec mon père. C'est énorme. Quoi. Et donc c'est quelque chose qui est au cœur du livre. C'est une lettre d'amour à mon père aussi, ce livre. Et donc voilà, ça m'a vraiment, rien que pour ce moment d'apaisement absolu que j'ai connu à la fin de sa vie avec mon père, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Et comment tu te sens toi en tant qu'homme moderne maintenant, sensible? On voit que dans le livre que tu assumes cette sensibilité-là aussi, tu te livres à cœur ouvert. Comment tu te sens par rapport à ça? Parce qu'on voit que les hommes changent. Je pose cette question en tant que femme, bien sûr. parce que c'est agréable de voir aussi les hommes qui s'ouvrent à ça, qui entament ce travail. Les femmes ont peut-être été plus curieuses que les hommes sur ces sujets-là dans le passé. C'est vrai. Il y a un moment dans le livre que je raconte, c'est même quand je suis devenu père, ça m'a renvoyé souvent quand on devient père, ça nous renvoie à notre propre enfance et donc j'ai vécu quelque chose d'émotionnellement très fort parce que je me suis dit je vais disparaître comme mon père ou comme les pères dans ma famille, je vais pas être capable d'assumer, il y a quelque chose de pourri en moi, faut que je disparaisse, faut que je parte, faut que j'abandonne ma famille quoi. Mais comme une pulsion. Et j'ai compris que c'était pas moi, quoi. Et donc, c'est vrai qu'en tant que père, maintenant, ça m'a permis d'assumer, disons, cette sensibilité. Et surtout, il y a quelque chose de générationnel qui se joue, comme tu l'as dit très justement aussi. C'était les pères d'une certaine époque, ces pères absents, travailleurs, tout le temps, voilà, fermes, qui montraient pas leurs sentiments. Donc, d'être ce père extrêmement maintenant sensible, qui se fait une joie de faire 3 heures de voiture le samedi matin pour amener ses enfants au foot ou je ne sais quoi, et qui arrive à montrer, voilà. Je suis très heureux d'être ce père-là et de l'assumer enfin et de ne pas être comme mon père. Et j'ai compris que je pouvais l'être parce que j'avais ça en moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je trouve, pour les hommes. Il y a de plus en plus de cercles d'hommes ou d'hommes qui se réunissent entre eux pour pouvoir discuter et parler. Parce que ça manque, je trouve. Les femmes le font assez facilement, mais les hommes, vous n'avez pas beaucoup cet espace-là de vulnérabilité. Et c'est vrai, on se montre souvent vulnérable avec les femmes. Moi, c'est le cas, en tout cas. C'est plus, c'est avec ma propre femme. Avec ma psy qui est une femme aussi, ou avec... Mais entre hommes, moins. Hein. Entre hommes, mais on commence à se comprendre. Il y a beaucoup d'hommes qui sont reconnus, qui viennent me parler sur... parce qu'on parle souvent du baby blues féminin, mais le baby blues masculin, il est très fort. Quoi. Parce qu'en plus, pour un homme, on n'a pas le temps de se préparer comme une femme. Il n'y a pas cette gestation de 9 mois. Nous, on est là, on vit notre vie de tous les jours. Et puis un jour, on nous dit, maintenant, tu n'as plus de nuit, tu te réveilles à 3 h du matin, à 5 h du matin, tu vas être claqué, tu as 15 000 choses à faire, tu dois assumer, c'est fini l'histoire entre potes et tout ça. Du jour au lendemain. Et donc là, souvent, on vit une crise quand même. Nous aussi, je te rassure, on le vit comme du jour au lendemain. Parce que tu as cette gestation, mais on ne peut pas s'attendre du tout à ce qui arrive après. Non, mais tu as raison. Mais ce que je veux dire, ce choc pour les femmes, il est identifié quand même. Donc il est moins identifié pour les hommes, je trouve. Ouais, sauf que nous, on a les hormones en plus, mais bon. On va pas faire la liste. On va pas faire la liste, je crois que là. Ouais, c'est vrai. C'est quand même des étapes de vie initiatiques. Je veux dire, ce que tu as vécu là, c'est une initiation aussi. Ouais, bien sûr. Il y a un avant et un après.
il y a un avant et un après, c'est fou. Donc, dans ce nouveau chapitre de vie, qu'est-ce que tu vas écrire? Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les sujets qui t'intéressent? Vers quoi tu vas? Alors, c'est un livre où je me suis livré, donc tout est vrai dans le livre. Tous les noms sont vrais, toute l'enquête est vraie, donc j'ai mis mon cœur sur la table. Et c'est vrai que j'ai terminé un peu l'écriture épuisé émotionnellement. Mon père est décédé entre-temps, donc j'ai écrit les larmes aux yeux, ce livre et tout ça. Donc je ne sais pas si je suis prêt déjà à repartir dans un récit aussi intime et aussi familial. Je vais y retourner parce qu'il y a des pans de ma famille maternelle que je n'ai pas explorés. Voilà. Donc, je vais y retourner, mais là, j'ai besoin de faire une pause juste maintenant. Ça ne veut pas dire que je vais continuer à écrire, mais ma femme est argentine. Oui, tu as passé du temps en Argentine. J'ai vécu 5 ans en Argentine, on y retourne pendant l'été austral et tout ça. Et dans sa famille maternelle, j'ai trouvé une histoire. Voilà, souvent on ne choisit pas ces sujets, c'est les sujets qui nous tombent dessus. Il y a une histoire incroyable que j'ai trouvée et mon prochain livre va être là-dessus. Voilà. Merci, on en sait un petit peu plus. Moi, hâte d'en reparler alors, Thibaut. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Cœur, le livre chez Albin Michel. À lire. Merci et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve sur la télé de Lilou. Merci, au revoir.